Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier update lecture. Il faut que je rattrape mon retard parce qu'il y en a beaucoup. On va pas traîner, c'est parti. C'est un update lecture que j'avais hâte de faire parce qu'on a quand même 3 coups de cœur dans ces 6 livres que je vous présente. Et 3 coups de cœur, c'est pas rien, en même pas un mois franchement. C'est très difficile de choisir ma lecture préférée parmi ces 3 là parce qu'ils ont tous des qualités incroyables. Mais pour garder un petit peu de suspense, on va pas commencer par un coup de cœur, on va commencer par une déception. Je vous parle du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon dans une édition juste sublime qui a fait énormément de boucans et qui a beaucoup plu, mais je fais partie des gens qui n'ont pas spécialement apprécié la lecture. Tout d'abord, je tiens à dire que Brajlon est une maison d'édition qui publie normalement de la fantaisie adulte assez... comment dire, assez développée avec beaucoup de livres assez violents ou en tout cas des fantaisies, de la high fantasy plutôt. Et ici on est sur une romantasy que j'aurais plus classée dans du new adult. En tout cas, je ne l'aurais pas vu chez Brajlon dans un premier temps, honnêtement. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme, Lara, qui est princesse de Maridrina. Maridrina, pour une fois que je le dis bien, je suis contente. Et elle va être mariée à un homme, le roi d'Itikana. J'ai un problème avec les noms aujourd'hui, donc oui c'est ça. Elle va être mariée avec le roi d'Itikana, qui est le royaume rival de celui de son père. Et en vrai, Lara a été élevée pour être l'arme secrète de son père et détruire le royaume de l'intérieur. Elle va donc arriver dans cet univers qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît rien de cette île qui est très secrète, et le roi d'Itikana possède un pont, le pont des tempêtes, qui est le principal axe commercial du royaume, enfin des royaumes, et c'est pour ça que son père veut s'emparer de ce royaume-là, c'est parce que il y a un pont qui est très important et qui lui rapporterait beaucoup de choses. On va commencer par les points positifs parce qu'il y en a. C'est un univers qui est plutôt intéressant. Il y a quand même des enjeux politiques assez intéressants, assez importants. On a cette histoire de pont qui est plutôt intrigante et ouais, il y a des petits complots, des petites choses comme ça qui m'ont pas mal plu. Le personnage de Aren, donc le roi d'Itikana, est un homme bien. C'est important de le préciser parce que dans les romans de Tessie, on a quand même souvent des choses un petit peu toxiques. Mais là, c'est un homme bien qui veut, comment dire, plaire à sa femme, qui veut essayer de la rendre heureuse, qu'il la respecte. Il la respecte beaucoup et c'est vraiment un point positif pour ce roman. Et le point qui m'a fait ne pas vraiment aimer ce roman, en tout cas ne pas l'apprécier assez, c'est Lara. Lara est insupportable. Voilà, c'est un personnage, dès le début elle est antipathique, je trouve. Elle est... Elle pense vraiment... Enfin, elle est un peu... Comment dire, c'est ambivalent parce qu'elle a un côté assez protecteur envers certains membres de son entourage et en même temps, elle est très naïve et elle est même, je suis désolée du terme, elle est bête. Elle est vraiment, enfin, il y a en fait, comment vous dire ça sans vous spoiler. Je ne sais pas comment vous expliquer ce qu'elle fait sans vous spoiler, mais elle a un comportement à un moment qui est vraiment très agaçant, où elle ne dit pas les choses, elle ne communique pas, et ça m'a rendu dingue. Honnêtement, jusqu'à la fin du bouquin, j'étais en mode bon, est-ce que tu vas enfin communiquer? Est-ce que tu vas parler? Parce que c'est insupportable. Je vous renvoie vers la chaîne de... Comment elle s'appelle? Tiboudou Bou Tibou... Et elle a fait une chaîne Tiboukin, je crois. Ouais, je vous mettrai les liens en barre d'infos où elle parle de ce livre et elle explique ça très bien. Et ben j'ai exactement le même avis qu'elle, c'était pénible, je ne supporte pas ce personnage et honnêtement je ne pense pas lire la suite, sachant que c'est un ouvrage qui coûte en relié 28 € et il me semble qu'il n'est pas donné non plus en brochet et que bah, la suite va être dans le même tarif. Et il a été annoncé mais j'ai pas envie. Je suis désolée, mais j'ai pas spécialement envie de savoir ce qui va se passer. Peut-être si un jour je le trouve d'occasion comme ça ou en e-book, mais sinon, non.
C'était une déception parce que je m'attendais à beaucoup plus. Il avait fait tellement de bruit et en fait, c'était très simple à lire, très banal entre guillemets. Donc ouais non, c'est pas c'est pas un mauvais livre, mais je pense que j'avais trop d'attentes et c'est jamais bon. Le deuxième roman que je vous présente, il s'agit du premier tome de Strawberry Moon, La fille de la lune de Laia Lopez, publié chez Hachette. On est sur un livre qui est moitié écrit, enfin avec du texte et des illustrations. Voilà, on a aussi quelques pages de... Sans vous spoiler, c'est mieux. Voilà, on a quelques pages de BD comme ceci, et c'était très joli. Les illustrations, et d'ailleurs c'est le gros point fort de ce livre, les illustrations de Laia Lopez sont vraiment très 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 belles. Dans ce roman, on va suivre une jeune fille qui est une sirène et qui va aller étudier dans une université pour humains. Elle n'est pas la seule, ils sont plusieurs à étudier dans cette école, plusieurs de sa communauté de sirènes. Et elle va rencontrer un humain et vous vous doutez, il y a une petite romance qui va se mettre en place et quelques enjeux qui sont pas trop mal, franchement. C'était assez surprenant sur la fin, mais j'ai trouvé que le style n'était pas très fluide et j'ai eu beaucoup de mal à le lire alors que concrètement il fait même pas 200 pages. C'est très très court et pourtant j'étais pas embarquée dans ma lecture et je trouve que les personnages sont un peu clichés et un peu... Enfin, ouais, j'ai pas été transportée par cette lecture. Ce n'est pas une mauvaise lecture, il y a des bons points. Les illustrations sont vraiment très jolies, comme je vous le disais. Petit bémol, c'est que les pages de BD reprennent juste des passages du livre, donc j'avais l'impression de lire 2 fois la même chose à la suite. Enfin, c'est pas une impression, c'est ce qui se passe. Et voilà, je n'ai pas spécialement accroché, j'ai pas non plus détesté. C'est une lecture en demi-teinte, mais je ne lirai pas la suite, parce que je trouve que ouais, je n'ai pas grand intérêt et j'essaye vraiment de me lancer dans des sagas qui me plaisent. Donc pareil, comme Le Pont des Tempêtes, c'est un tome 1, mais je ne lirai pas la suite. Je pense que c'est adressé à un public un peu plus jeune aussi. Donc ça joue peut-être parce que c'est vrai que plus je vieillis, moins j'aime ce genre d'histoire. Donc c'est peut-être ça aussi. Mais peut-être que pour des personnes de, je sais pas, 15-18 ans, ça serait pas mal du tout. Mais bon, c'est un avis parmi tant d'autres. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce que ça peut vraiment vous plaire. Je suis juste passée à côté. Je vous présente ensuite un livre dont j'avais peur parce que les avis étaient vraiment mitigés. Et en fait, je pense que c'est dû à la popularité de l'autrice. Et vous allez comprendre. Je vous parle de Poster Girl de Véronica Ross. Donc Véronica Ross, c'est celle qui a écrit la trilogie Divergente qui a été adaptée au cinéma et qui a eu énormément de succès à la période dystopie, Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, ça fait partie des classiques du genre dystopie young adulte. Et ici on est également sur une dystopie, donc je pense que ce livre a beaucoup souffert de la comparaison avec Divergente alors que ce n'est pas du tout la même chose. On va suivre une jeune fille qui se retrouve enfermée suite au renversement du pouvoir parce qu'elle a fait partie de la propagande du précédent régime et ils ont enfermé tous ceux qui ont participé. Donc on est du point de vue, pas des méchants, mais de ceux qui d'habitude sont renversés dans les romans qu'on suit. C'est comme si on était du côté, pour une comparaison un peu plus claire, vous prenez Hunger Games avec Katniss qui est face au Capitole, là c'est comme si on était avec le Capitole. Avec le Capitole après sa chute. Voilà. C'est une bonne comparaison. Et cette jeune fille, on va lui proposer de résoudre une affaire et gagner sa liberté, donc elle va explorer le monde en dehors de sa prison. Et j'ai trouvé que c'était une très chouette histoire. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Véronica Ross dans... j'avais beaucoup aimé Véronica Ross dans Divergente, que je préfère presque Hunger Games je pense. Et ici on retrouve ce côté dystopie certes, mais on est dans quelque chose de plus adulte, parce que le personnage est plus âgé, et je trouve que c'est un petit peu plus complexe. Les émotions que le personnage nous inspire sont plus complexes. On a une vraie... un personnage qu'on ne peut pas aimer d'origine, et pourtant, on s'attache à cette jeune fille parce que elle est pas... sa place n'est pas vraiment claire, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Je l'ai lu très rapidement parce que j'avais vraiment envie de savoir. C'est un one-shot, c'est important de le préciser. On est dans un roman plus adulte, avec des questions plus adultes, avec des personnages qui sont gris.
qui sont... Oui, ce n'est pas manichéen, il n'y a pas le bien et le mal, c'est tout est imbriqué. On voit aussi que le nouveau régime n'est pas forcément parfait. On voit l'après en fait, et je trouve ça passionnant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les dystopies. Dans les dystopies, on voit les gentils qui gagnent et puis hey, on n'a pas la suite. Là, c'est comme une suite et j'ai vraiment trouvé ça super. J'ai bien aimé l'intérêt amoureux, en tout cas le partenaire qu'elle a dans le livre. J'ai beaucoup aimé la fin. Je trouve que c'était une bonne fin pour ce genre de bouquin. Et je vous le recommande si jamais vous l'avez pas lu, mais n'y allez pas avec des attentes trop hautes et n'y allez pas avec l'espoir de retrouver ces dystopies qu'on avait quand en 2012-13. Non, c'est pas trop la même chose, donc je pense que ça souffre vraiment des comparaisons et c'est dommage parce que c'est un très bon livre. Quand j'ai introduit cette vidéo, je vous ai parlé de 3 coups de cœur, mais non, j'en ai 2. Et je vous en présente un tout de suite. Je vous parle de Beast of Prey de Ayanna Gray, publié chez De Saxus. C'est le premier tome que la chasse commence. Et comment je vais vous parler de ce livre? Je ne sais pas, je l'ai tellement aimé. C'est incroyable. Dans ce livre, on va suivre Kofi. Kofi, elle vit dans un zoo avec sa mère et elles sont en train d'essayer de racheter les dettes de leur père. Et elles souffrent de grande pauvreté et elles sont un peu maltraitées dans ce zoo, dont le directeur est vraiment insupportable. Et à côté, on va suivre Akon, qui est un futur soldat. Alors, c'est pas une armée en tant que telle, mais il fait partie d'une communauté d'hommes qui protègent la ville. Akon, il a un grand frère qui est déjà guerrier et il veut absolument devenir guerrier comme lui et comme son père auparavant. C'est vraiment un but important. Il a beaucoup de valeurs et il aimerait vraiment prouver ce qu'il vaut à son entourage. Et ces deux personnages vivent dans une ville à côté d'une grande jungle, et dans cette jungle il y a une créature monstrueuse qui s'appelle le Shetani et qui terrorise la population depuis très 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 longtemps. Et ils vont tous les deux se mettre en chasse de cette créature pour des raisons différentes, mais leurs chemins vont se croiser. Et je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment une histoire à découvrir. La grande force de ce roman, qui est assez lourd quand même, la grande force de ce roman, c'est les personnages et la mythologie créée, je pense. Pour les personnages, on a des personnages qui sont hyper bien construits, avec de vrais caractères, avec de vrais doutes, avec de vraies aspirations pour leur avenir. Et ils sont assez gris et ils découvrent le monde autour d'eux, ils découvrent que tout ce qu'ils pensent n'est pas forcément la vérité. Et c'est très 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 bien exploré. Et j'ai un gros coup de cœur sur le personnage d'Akon qui, je pense, est neuroatypique. Alors ce n'est jamais dit dans le roman, c'est vraiment une idée personnelle. Mais on a un personnage qui... Comment dire? Je pense qu'il a des traits autistiques. Alors, il comprend pas les sous-entendus et ça lui pose ça pose quelques quiproquos dans le roman. Il a des idées très, très claires, il est très droit dans les règles et dans le respect. Il a quelques petits tocs. Par exemple, il compte beaucoup. Il compte sur sa jambe, donc comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4. Je sais plus le chiffre, mais en tout cas, voilà. Il a quelques petites choses comme ça qui me font dire qu'il est neuroatypique. C'est peut-être juste moi qui me fais des idées. Mais en tout cas, ça a rendu le personnage très différent de ce qu'on peut trouver en fantasy parce que c'est pas courant. Et concernant l'univers, vraiment, c'est un univers qui est foisonnant, qui est très inspiré des mythes africains. J'en ai parlé avec 2-3 personnes qui connaissent plutôt bien les mythes africains. Et on a vraiment des créatures, des croyances qui se retrouvent et qui sont très très bien explorées, je trouve. On n'est pas perdu, on n'est pas face à des choses qui sortent... Enfin, comme je ne connais pas du tout cette culture, on pourrait s'attendre à ce que je sois un peu paumée, mais pas du tout, c'est très bien expliqué, c'est très bien mené, il n'y a pas de longueur, le rythme est vraiment très bon, et la fin... Ah, cette fin. J'ai acheté le tome 2 juste après, vraiment j'ai sauté dessus, sachant que c'est en plus c'est des reliés, donc bah, il reste pas en rayon assez longtemps pour que j'attende, mais c'est vraiment un premier tome excellent. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier roman de l'autrice. Et pour un premier roman, mais waouh! Enfin, la plume est maîtrisée. Il y a vraiment. Pour moi, il était parfait ce bouquin. Alors peut-être que je vous le survends, donc
Désolée, mais en tout cas c'est un très 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 bon bouquin. C'est dommage, on n'en entend pas parler, mais il est excellent. Je vous le recommande à 100% et j'ai très très hâte de lire la suite. Dans ma volonté de continuer des sagas cette année, j'ai lu le deuxième tome de Shade of Magic de V. Schwab, c'est Shade of Shadow et c'est publié chez Lumen. Et d'ailleurs, ils viennent d'annoncer le premier tome d'une trilogie qui suit Shade of Magic qui s'appelle A Fragile Thread of Power. Bref, quelque chose comme ça. D'ailleurs, ils annoncent une édition collector. Mais j'ai cru voir que cela ne serait pas réédité en collector, donc je vais simplement prendre le quatrième en normal pour que ça corresponde au niveau des tranches. Oui, je suis un peu toquée. Bref, ce n'est pas le sujet. Dans Shade of Magic, dans le premier tome, on suit Lila qui vit dans un Londres dépourvu de magie, mais on apprend qu'il y a en fait 4 mondes parallèles, 4 Londres différents, dont un où la magie a tout cassé, un où la magie est très peu présente et il essaye de subsister, un où la magie est très courante, et un où sans magie, c'est le nôtre, c'est le Londres pourri, où il n'y a rien de magique, et c'est trop triste. Et Lila, elle va rencontrer Kel, il vient du Londres rouge, donc le Londres où la magie est omniprésente. Et Lila, c'est une voleuse, donc elle va lui voler quelque chose et elle n'aurait surtout pas dû. Et donc elle va la poursuivre et va s'en suivre une grande aventure ou à travers les Londres. Et enfin, c'est vraiment un premier tome qui m'avait beaucoup beaucoup plu parce que c'est un univers foisonnant et on est dans un roman jeunesse, young adulte et pourtant c'est pas un livre qui nous prend pour des idiots, c'est un livre qui est vraiment très très construit, c'est un univers très construit. Et dans celui-là, on va faire face à des jeux type compétition de magie et vous me dites compétition, et moi je suis dedans, c'est tout. C'est comme Nevernight, le tome 2 avec les jeux type gladiateur, et j'étais dedans. À chaque fois ça marche. Ici, c'est juste les premiers chapitres, disons. Oh, jusqu'où? Allez, je dirais le premier tiers que j'ai trouvé un peu long, mais par contre, à partir du moment où les jeux commencent, j'étais à fond et je l'ai dévoré d'ailleurs à partir de là. C'était vraiment passionnant, très très entraînant, avec des personnages qui sont toujours aussi attachants. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour le prince Rhys. Voilà, si vous n'avez pas encore découvert cet univers, vous saurez que c'est mon chouchou. J'aime beaucoup Lila et Kel, ils me font beaucoup rire, c'est des personnages qui sont pleins d'humour et de sarcasme et ouais, j'ai bien aimé. Et ici on a des enjeux qui se précisent et je pense que le tome 3 va être un tome explosif, donc j'ai très très hâte. En tout cas, V. Schwab, comme d'habitude. Je suis à fond. Elle m'a pas encore déçue, hein. J'ai lu tout ce que j'ai d'elle, sauf Shade of Light, le troisième tome. Et j'ai très très hâte de découvrir la suite. Et je suis contente parce que du coup je suis bien rythmée. Ça sera parfait pour la sortie du tome 4. Donc trop hâte. J'avais prévu de ne pas trop parler, mais comme d'hab, je ne m'y tiens pas. Le dernier livre que je vous présente, il s'agit du deuxième coup de cœur de cette update. Et vraiment, c'est un coup de cœur phénoménal. Et je ne m'y attendais pas du tout parce que j'avais peur que ce soit un livre qui soit survendu. Et surtout une autrice survendue surcotée. Parce qu'on en entend énormément parler. Et je vous parle de Taylor Jenkins Reid avec ici Daisy Jones and the Six, publié chez Charleston. D'ailleurs, c'est mon premier roman Charleston et ça donne franchement envie d'en découvrir d'autres. Dans Daisy Jones and the Six, on va suivre les Six, qui sont un groupe de musique, et Daisy, qui est une jeune femme qui tente de se faire sa place dans le monde de la musique. Et ils vont se rencontrer et on va suivre la création du groupe, leur ascension et leur chute, parce qu'on le sait dès le départ, ils se sont séparés, mais pourquoi ? Mystère. Ce roman est fait d'une façon très originale, c'est une suite d'interviews, donc on a une personne qui parle aux membres du groupe et à leur entourage et qui essaye de savoir ce qui s'est passé, et donc on a l'histoire racontée de ces points de vue-là, du point de vue de plusieurs personnages d'ailleurs, parce que certaines histoires ne se rejoignent pas, pourtant ils parlent de la même chose, donc c'est assez intéressant. On a des narrateurs qui sont assez peu fiables finalement. Alors il y a beaucoup de choses qui se rejoignent malgré tout, d'ailleurs ça aurait été peut-être intéressant d'avoir encore plus de dissonance entre les différents points de vue, mais bon, le livre est quand même parfait comme ça je trouve. Ce que j'ai trouvé génial dans ce roman, c'est la construction des personnages, et que ce soit Daisy
ou Billy, qui sont les deux membres principaux du groupe, disons, qui sont excellents. Vraiment, j'ai trouvé leur histoire passionnante. Mais j'ai énormément aimé aussi Camilla et tous les autres d'ailleurs, en fait. J'ai vraiment aimé chaque personnage qui... C'est incroyable parce que ce livre, on a vraiment l'impression de lire un livre sur un groupe qui a existé. Ils ont réussi à rendre ça tellement réel, tellement concret, que j'avais l'impression de les connaître et c'était époustouflant. J'ai d'ailleurs regardé la série qui a été adaptée sur Amazon Prime, qui est moins bonne que le livre selon moi parce qu'il y a certains personnages qu'on voit beaucoup moins, mais qui a une bande originale juste incroyable. J'ai cru lire quelque part que ce livre est inspiré d'un groupe qui s'appelle Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, j'adore, et du coup je comprends beaucoup mieux l'histoire. Si c'est vraiment inspiré d'eux, ok, ça coule de source. Mais c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. C'est un livre qui se lit très très vite parce que comme je vous dis, on a des pages d'interview. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, avec donc les prénoms et un petit paragraphe à chaque fois. Et ça se dévore. C'est vraiment des personnages qui sont très très forts avec beaucoup beaucoup de questionnements. On parle de drogue, on parle de relations charnelles, on parle d'amour, on parle de tristesse, de plein de choses. Vraiment, ça aborde tellement de sujets, c'est tellement vaste et c'est incroyable. Vraiment, c'est un livre, j'ai déjà envie de le relire, ça y est. Voilà, je vous en parle et j'ai envie de le relire. Donc si vous ne l'avez pas lu, foncez. Et je me pencherai sans doute sur d'autres ouvrages de Taylor Jenkins Reid parce qu'elle m'a épatée. Vraiment. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas également à commenter si jamais vous voulez me parler, vous, de vos dernières lectures et de vos derniers coups de cœur, vos dernières déceptions, ça me fera toujours très très plaisir. Si jamais vous êtes trop timide pour commenter ou que vous n'avez rien de spécial à dire mais que vous voulez quand même le faire, n'hésitez pas à laisser en emoji une guitare ou un instrument de musique. Je pense que ça existe, si je dis pas de bêtises, pour Daisy Jones and the Six, parce que ça parle de musique, donc ça me paraît plutôt logique. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!